L'heure est arrivée. Notre nouvel atelier débat donc d'aujourd'hui chez Eden démarre avec monsieur le député Pierre Cazeneuve, que nous recevons et que nous remercions d'avoir accepté cette invitation. À la lecture de toutes vos activités, on a vu que d'abord vous êtes d'une famille, une des grandes familles, je veux dire, politiques, et engagée en tout cas sur les territoires. Il y a encore 3 semaines, nous étions justement sur l'intercommunalité et leur influence et leur engagement justement pour vivre la décarbonation, la transition écologique et autres. Et c'était vraiment très intéressant. Et les questions étaient vraiment importantes. Donc on voit bien que vous, l'ensemble de vos activités sont concentrées sur la transition écologique et sur la transition énergétique, ce qui est vraiment un sujet central aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous d'être présents, et à ceux qui vont certainement arriver avec un peu de retard, puisqu'il y avait énormément d'inscrits, mais vous êtes déjà nombreux à vous être levés de bonne heure. Nous sommes ici, donc, je le répète à chaque fois, parce que c'est un cadeau, et c'est en tout cas un accompagnement de la maison de la Fédération des travaux publics, de nous recevoir et de nous permettre d'être dans des locaux techniques qui nous permettent d'avoir cette démarche et d'avoir ces échanges conviviaux. Monsieur le député, vous avez fait le choix de consacrer votre mandat aux transitions écologiques et énergétiques. Vous êtes membre du Conseil national de la transition écologique, le CNTE, président de la nouvelle commission spécialisée dédiée au suivi de la planification écologique, et c'est pas tout, rapporteur de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, et vous êtes engagé aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau local dans votre circonscription. Donc c'est un engagement total. Et je pense que notre président Brice Lalonde, qui va vous recevoir officiellement, va pouvoir démarrer, je veux dire, cet échange, d'abord tous les deux, en vous posant certainement beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. L'électricité décarbonée est appelée à jouer un rôle clé dans la réduction des émissions à gaz à effet de serre en France, notamment dans les secteurs du bâtiment et des transports. Mais parce qu'il y a un mais, encore faut-il qu'elle soit disponible en quantité suffisante. C'est bien là le problème. C'est justement dans cet objectif que 2 textes ont été proposés et adoptés en 2023. 3 même. À l'industrie verte, l'aéronucléaire et les renouvelables. Eh oui, Président, vous avez tout à fait raison, c'est 3. L'importance sur l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et l'autre, facilitation de la construction des nouvelles installations nucléaires, qui est le nouveau programme. Quelles sont les avancées permises par l'adoption de ces 3 textes et quelles prochaines étapes peut-on en attendre? C'est ce dont vous allez nous parler. Je donne tout de suite la parole à notre président Brice Lalonde, qui effectivement va engager le débat. Merci, monsieur le député. Monsieur le député a eu une nuit assez courte, c'est souvent le cas avec les députés, donc on le remercie 2 fois en plus d'avoir fait l'effort de nous rejoindre à l'heure. Le Parlement il fait les lois et il contrôle le gouvernement, théoriquement. Et donc nous sommes en ce moment dans une situation un peu particulière, puisque nous devions avoir une loi avant le 1er juillet de l'année dernière. La loi, alors, elle a changé de nom plusieurs fois. Elle s'appelle maintenant la loi de la souveraineté énergétique. Elle n'est toujours pas là. Nous avons changé de ministre. Madame Agnès Pannier-Runacher, je lui rends beaucoup hommage parce qu'elle a beaucoup travaillé et très très bien. Elle est remplacée donc par Monsieur le maire, qui sans doute aura besoin d'un ministre délégué à l'énergie parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc nous n'avons pas la loi, nous n'avons pas le ministre. Alors, la question c'est, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la deuxième question qui est un tout petit peu secondaire, c'est qu'on vient de nous rappeler que la plupart des projections et la plupart de la volonté des États de l'Union européenne s'accordent à dire que la part de l'électricité décarbonée va augmenter. En France, par exemple, on va passer de 25 à 50% de la consommation finale d'énergie sous forme d'électricité. Or, que se passe-t-il? La consommation d'électricité en France décroît. Tiens, moins 8%. Tiens, c'est pas du tout prévu ça. Qu'est-ce qui se passe?
on n'arrive pas à finir nos EPR, on a du mal avec les renouvelables quand même encore, on attend la désignation des territoires d'accélération, etc., etc. Donc, monsieur le député, veuillez nous rassurer. Tout d'un coup, il y a cette période d'incertitude. Rassurez-nous, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un pilote? Où allons-nous? Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation déjà. Et merci à toutes et tous d'être là ce matin. Je vais vous rassurer. Vous me l'avez demandé, je vais le faire. Il y a un pilote. Ce pilote s'appelle Emmanuel Macron. Il est président de la République. Il a eu un discours en janvier 2022 de mémoire. J'étais à l'époque à son cabinet en tant que chef de cabinet adjoint, je me rappelle bien, parce que c'est moi qui ai organisé ce déplacement. On avait fait bouger une Arabelle de 8000 tonnes pour qu'il soit dans l'axe caméra. C'était à Belfort, et il a annoncé quelque chose de très clair. Sa vision de la stratégie énergétique française, qui s'appuie sur 2 axes, 3 maintenant, on va compléter. Produire du renouvelable à fond, relancer du nucléaire à fond, et, on va dire, baisser un peu la taille du gâteau, sobriété et efficacité. C'est vraiment les 3 piliers du discours de Belfort, basés évidemment sur l'excellent travail d'RTE, et notamment le scénario N3, qui a fixé pour moi le cap des 10-15 prochaines années en termes de stratégie énergétique. 645 TWh Sur 650. Oui, c'est ça maintenant. C'est les 50 parcs. Vous ne m'entendez pas assez? Ouais. C'est les 50 parcs éoliens offshore, c'est les 6 plus 8 réacteurs nucléaires, et c'est la baisse du gâteau qui était à l'époque, je crois qu'il avait annoncé effectivement ce volume-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, pour produire du nuc, pour produire des ENR, on a passé ces 2 lois clés, et à mon tour, je rends hommage à Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui a fait un excellent travail, absolument excellent, de fédérer à la fois l'écosystème, les acteurs professionnels, les acteurs associatifs, les fédérations d'élus. Elle a fait ce très 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 gros travail, et de coalition politique aussi, parce que ça, c'était pas gagné, et de manière assez maligne, une majorité plutôt avec la gauche sur les énergies renouvelables. Alors, je m'en souviens bien aussi, parce que je suis le seul rapporteur de la majorité à avoir voté un projet de loi avec la gauche depuis le début du quinquennat. Enfin, c'est un beau fait d'armes. Et une majorité différente, plus large par ailleurs, pour le texte nucléaire. Et industrie verte, à peu près sur la même majorité d'ailleurs. Bon, là vous avez vraiment vos 2 grands axes, votre cadre qui nous permet, si tout va bien, d'aller dans la bonne direction. Je ne reprends pas les grands enjeux de notre siècle qui vont être la décarbonisation de notre économie. Un monde où on produit de l'énergie de manière souveraine et décarbonée en France, qui est l'horizon 2050 pour nous tous. Bon. Derrière, il y a cette fameuse loi de programmation énergie-climat. Et moi, je parle toujours de la loi de programmation énergie-climat. Il faut toujours revenir à d'où elle vient, cette loi de programmation énergie-climat. Elle vient du fait qu'au quinquennat précédent, les gens ont commencé, les députés, mes prédécesseurs, ont commencé à se rendre compte que l'énergie allait être... si ce n'est le sujet, peut-être un énorme sujet. Aujourd'hui, je pense que c'est le sujet. À l'époque, peut-être en 2019-2020, c'était un très grand sujet en devenir. Et parce que c'était un très grand sujet, et que finalement, la représentation nationale n'était pas tout à fait maître de ce sujet-là, ils se sont dit, oh, on a quand même une belle majorité, on a plein de députés qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent d'énergie, on va demander, inscrire dans la loi, que la programmation énergétique française, que les différents appels d'offres, et que cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie, eh ben, va se baser sur un grand texte de loi voté à l'Assemblée nationale. Bon. Et ça, c'était un peu le mythe des founders, si vous voulez. On est vraiment sur les pionniers américains en se disant on va faire cette grande loi parce qu'on est en majorité absolue, et que du coup, quand on est en majorité absolue, on ne se pose pas trop la question de est-ce que ça sera compliqué ou non de passer une loi. Alors on sait qu'il y aura du débat, un peu de compromis, il faut mettre toute la majorité d'accord, mais fondamentalement, on sait qu'à la fin, on a la capacité de passer. Bon. Et on se retrouve maintenant quand même en majorité relative. Et finalement, l'énergie, c'est comme le budget. C'est compliqué de tomber d'accord exactement sur le mix définitif. Et je vous parle sans langue de bois, hein. Il y a peut-être plein de gens qui vont vous dire qu'il faut qu'on consulte, qu'il faut qu'on attende, etc. La vérité, elle est politique.
on n'est pas capable aujourd'hui de trouver des alliés qui s'accorderaient sur le même mix énergétique que celui de la majorité. Parce que d'aucuns voudraient pas assez d'éolien terrestre, d'aucuns voudraient plus de nuque, d'aucuns voudraient moins de nuque, d'aucuns voudraient que du nuque. Voilà, vous avez à peu près les 50 nuances de programme énergétique de l'Assemblée nationale. Et sur notre vision à nous, celle du président de la République, celle, je crois, la plus baquée par les différentes études scientifiques, projections de RTE, etc., sur notre capacité absolue, en fait, à ne pas compter. On s'en fout de quelle énergie. Il faut de l'énergie tout court, là. On n'a pas le luxe de faire le distinguo entre les électrons qui sont produits par des ENR et des électrons qui sont produits par du nuc. Là, pour le coup, on est en retard. Et donc, il faut produire massivement de tout. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Bon. On n'a pas de coalition politique autour de ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu ces allers-retours, ce temps qui a été dégagé. Bon. Il s'avère qu'on avait engagé un travail avec Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, plutôt une grande concertation, ce qui était légitime, sur la LPEC, avec différents groupes de travail. J'ai eu la chance, c'est à cette occasion-là qu'on s'était vu à l'Assemblée nationale pour le dernier colloque Eden. C'était d'ailleurs formidable et je vous en remercie encore de m'avoir fait intervenir. Moi, j'avais vraiment le sujet production de chaleur et autres énergies bas carbone. On commençait à dégager des pistes, mais effectivement, sur la base d'un compromis politique pas encore trouvé. Et le ministre de l'économie, qui a récupéré la charge de l'énergie, je pense qu'il faut bien comprendre le message derrière. Déjà, on a de la chance que Bruno Le Maire, qui est un excellent ministre, qui est un grand homme d'État, je le dis sans politique, reprenne à sa main un sujet aussi complexe que l'énergie. Voilà, on n'a pas mis un perdreau de l'année. On a mis plutôt quelqu'un d'expérience, extrêmement solide sur ces sujets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, sous votre contrôle à toutes et tous, on a aujourd'hui pas mal d'instruments, voire beaucoup d'instruments, pour faire les choses. Et que maintenant, le problème, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut un 15e ou un 16e réacteur nucléaire. C'est d'abord construire les 14 premiers. C'est pas savoir s'il faut un 51e ou un 52e parc éolien offshore. Il faut d'abord sortir les 50 premiers, avec 48. Et donc c'est ça aujourd'hui le sujet. Je pense que dans la vision du président de la République, et il a raison, sur la transition énergétique, on a un cap, on a les outils législatifs pour le faire, on a la restructuration financière de notre fleuron national EDF qui va nous permettre de monter en capacité. Maintenant, il faut délivrer. Et il a confié la mission à Bruno Le Maire de délivrer. Bon. Voilà où on en est, avec maintenant un défi opérationnel. Et c'est pour ça que Bruno Le Maire n'a pas voulu, parce que dans ce fameux PGL souveraineté, on mélangeait un petit peu de programmatique avec la LPEC et quelques dimensions protection consommateur et surtout souveraineté avec tous les enjeux derrière sur EDF, sur le deal fait à l'Europe, le TRVE accessible aux entreprises de moins de 36 kVA, etc. Donc on avait un package un peu compliqué sur lequel on devait avoir d'abord une majorité sur ça, c'est ça le plus important, pour pouvoir continuer à avancer de manière opérationnelle, de continuer la concertation sur la partie programmatique qui pour l'instant n'est pas bloquante. Nous, on l'attend, moi en premier, mais elle n'est pas bloquante à ce stade. Les appels d'offres continuent à être délivrés, les premiers réacteurs, les travaux sont en train d'être attaqués, on va dire, les très gros travaux à Framatome, les fonds de cuve sont en train de... On commence les débuts de soudage. Bon, ouais. Voilà. Donc en fait, on ne sait pas très bien où on va, mais on y va, quoi. Je dirais qu'on sait où on va, mais on n'a pas encore écrit sur le papier avec tout le monde la signature en bas à droite que c'est bien là que tout le monde est d'accord pour aller. Voilà. Nous, en tout cas, on sait où on va. J'ai l'impression qu'on sait où on va et j'ai l'impression que les gens sont contents de la direction qu'on prend. En tout cas, les acteurs. Parfait. Alors, à ce moment-là, donc, voyons si ça marche. Après tout, en effet, avec Bruno Le Maire, c'est la dimension industrielle qui apparaît comme prioritaire et donc on le comprend bien. Mais alors, on a quand même des nouvelles qui sont toujours un peu inquiétantes sur Hinkley Point, alors on espère que Flamanville va entrer en service. Et on a, à un moment donné, des interrogations. Est-ce que c'était vraiment le bon design ? Ce truc, ça a l'air vachement compliqué quand même. C'est lourd, c'est dur, on a du mal à le construire, on a du mal à le financer.
Et on a une concurrence quand même assez importante des Russes, des Coréens, des Américains maintenant, etc. Donc on a besoin d'être très, très outillé pour la concurrence internationale dans le domaine nucléaire. Et vous dites que c'est le président de la République donc, qui maintenant est le pilote. Je me souviens d'une époque où il fallait fermer 13 réacteurs nucléaires et autres. Donc, si vous voulez, on est très content qu'il y ait un sursaut, un virage, qu'on se rende compte de la réalité. La question du nucléaire, c'est aussi la question de savoir s'il y a une génération 4, s'il y a des neutrons rapides, parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de plutonium et beaucoup d'uranium appauvri, etc., etc. Donc, il faut aussi nous rassurer sur la suite, si vous voulez, sur le pilotage politique, en quelque sorte, du nucléaire. Et puis, je reviendrai sur la question des renouvelables, car en ce moment, nous avons des paquets de centaines de milliards à dépenser pour beaucoup de choses, hein, à la fois pour les réacteurs, à la fois pour les éoliennes en mer, les grandes, et à la fois surtout pour les réseaux. C'est 100 milliards rien que pour les réseaux. Et donc, à un moment donné, la question de savoir si la querelle entre les renouvelables et le nucléaire est achevée ou non, je ne suis pas totalement sûr qu'elle soit achevée. Parce que la question des réseaux va peut-être mettre tout le monde d'accord. Enfin, je vous laisse maintenant de nouveau la parole. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps, en quelque sorte. Certes. Avant de vous répondre, je vais juste préciser quand même mon point sur mon propos pour le compléter. Une chose importante, c'est que j'appelle de mes voeux une grande loi sur l'énergie et je suis confiant sur notre capacité à l'avoir, on va dire, dans un délai raisonnable cette année. Et je suis d'ailleurs confiant, et peut-être le plus confiant, en tout cas dans la majorité, sur notre capacité à trouver une majorité politique dessus. Parce que je crois, très, très prétentieux de ma part, mais je pense qu'on est maintenant arrivé au-delà de la querelle nucléaire ENR. Politiquement. J'ai l'impression quand même que plus en plus de gens, grâce d'ailleurs au travail d'un certain nombre de personnes ici présentes, sont arrivés à convaincre scientifiquement, rationnellement, qu'il y avait un besoin indéfectible des deux. Et moi, j'insiste surtout sur les personnes qui sont, on va dire, un peu plus réticents aux ENR. Vous avez parlé de FLA 3, vous avez parlé de Hinkley. Bon, nos 14 réacteurs nucléaires, si en 2035 on les a, les premiers, déjà, je pense qu'on pourrait être très content et je vous invite tous à boire un coup à la Maison de l'Industrie le 7 février 2035. Bon. On a un rendez-vous. Mais je nous le souhaite collectivement. Mais ça veut bien dire que pendant les 10-15 prochaines années, notre seule capacité d'augmenter notre prod électrique et notre prod énergétique, c'est de construire des ENR. Bon, ça devrait quand même donner la puce à l'oreille à 2-3 personnes qui disent qu'il ne faut pas trop accélérer sur le sujet. Je pense que ça, c'est quand même l'argument massu. À chaque fois, je l'emploie, moi, dans l'hémicycle. Qu'est-ce qu'on fait sur les 15 prochaines années pour faire de l'électricité en France, si ce n'est des ENR? Et on voit très bien les courbes de croissance de Conso d'Elec. On voit bien tous les usages qui montent. Bon, donc c'est un argument imparable. Et aucune personne rationnelle, quand vous lui mettez ça devant les yeux, peut vous dire « Ouais, non, il ne faut pas faire d'éoliennes terrestres ». Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que je peux... En effet. Et on a une croissance très très forte de l'électricité d'origine solaire, et qui est très intéressante, et partout dans le monde. Hein. Simplement, le problème de ces photovoltaïques, c'est que c'est surtout les Chinois qui les fabriquent. Et donc la question c'est comment on fait si jamais il y a une rupture ou un problème géopolitique avec la Chine, comment on fait? Et puis l'autre chose, c'est que dans la loi d'accélération et autres, une centrale solaire, enfin, ou disons une ferme solaire, si c'est pas 100 hectares, franchement, c'est pas très intéressant quand même. Or, la loi d'accélération, elle sanctifie en quelque sorte un certain nombre de surfaces où on pourrait faire du solaire. Je prends un exemple et ça m'a toujours frappé. Les Landes. Les Landes, les Landes, c'est du pain, quoi. Chaque fois qu'il y a une tempête, la moitié qui est couchée, ça brûle. La biodiversité est extrêmement faible, là. C'est Napoléon III qui a mis des pins là pour drainer. Au fond, on pourrait faire des centrales solaires là, que ce serait plutôt utile quand même. Eh ben non, on ne peut pas, parce que c'est la forêt, parce que c'est formidable, la forêt, etc. Donc, est-ce qu'il y a, dans le solaire, est-ce qu'on ne peut pas y aller un peu plus fort? Dans les renouvelables, l'accélération, est-ce que c'est suffisant?
Alors, il y a plein de questions, mais bon, on reviendra au nucléaire, Gen 4 et tout après, parce que je ne vous ai pas répondu là-dessus. Non, mais c'est moi, je ne veux juste pas donner l'impression que je m'échappe sur ces questions-là. Mais j'essaie de toujours compléter la dernière réponse à chaque fois. Non, mais vous avez raison. Donc, sur les ENR, bon, globalement, vous avez des problèmes de souveraineté à toutes les échelles. Enfin, je veux dire, regardez tous les téléphones portables, tous les ordinateurs qui sont dans cette salle et cette caméra, il n'y a rien qui est produit en France, on n'est pas capable de faire un microprocesseur. Donc, et heureusement qu'on a ST Microelectronics dans la vallée de Grenoble. Bon, en termes de souveraineté, on a quand même quelques sujets stratégiques à avoir. Sur les panneaux photovoltaïques, c'est le cas aussi. C'est le cas sur les terres rares et les aimants dans nos éoliennes. C'est le cas dans plein de sujets. Bon. On a un énorme enjeu, et ça pour le coup je pense que ça a été bien compris. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour vous vendre la soupe, mais c'est un quinquennat où on a plutôt compris et pigé le côté souveraineté industrielle avec une affirmation très forte de on veut réouvrir des usines, et pour la première fois on en réouvre plus qu'on en ferme, on veut recréer de l'emploi industriel, on veut revaloriser nos filières de formation pro sur ces sujets-là techniques. Donc faire revenir les compétences, faire revenir nos usines en France, ça je pense que c'est par ailleurs assez unanimement partagé sur tous les bancs politiques. Et je pense qu'il fallait avoir un peu de courage dans les investissements pour le faire. On le fait, on a tapé du poing sur la table. Et donc ça maintenant, sur quelques secteurs stratégiques, et c'est toute la loi industrie verte, notamment sur le PV, parce qu'en plus le PV a peu de valeur ajoutée au début de sa chaîne de valeur, mais ça se fait quand même assez bien. Dans le sens où des transistors, on est capable d'en faire en France. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à avoir des producteurs de PV en France qui sont capables de capter toute la chaîne de valeur. Et on va accompagner massivement ces projets-là. Et il y en a maintenant qui commencent à se développer, pareil, dans la vallée grenobloise par ailleurs. Bon. Donc ça, c'est un projet, il faut absolument qu'on le fasse. Et sur le côté, on a accéléré, mais en fait, on a décéléré. Bon. Il y a en France suffisamment de terres artificialisées, dégueulasses, qu'emmerdent de personnes pour foutre du PV en grande quantité, pour éviter d'aller déboiser à grands coups de 100 hectares dans la forêt des Landes. Je suis d'accord avec vous, c'est une forêt d'exploitation, c'est une forêt qui a moins de 200 ans, c'est pas non plus le réservoir de biodiversité le plus extrême. Mais en fait, quand vous regardez aujourd'hui la réalité de ce qu'est le territoire français, vous vous dites que c'est quand même pas non plus obligatoire d'aller découper des pans entiers de forêt dans un moment où vous êtes sur une résilience de votre forêt qui est en grand danger. C'est-à-dire que même si le volume de la forêt sur le territoire français s'accroît, les gens pensent le contraire d'ailleurs, mais on a de plus en plus de forêts en France, sa qualité intrinsèque, sa capacité de puits de carbone, sa vitalité est en train de mourir. Et donc, en fait, il y a un truc qui est certain, c'est que découper des arbres pour foutre du PV, c'est pas la bonne solution. Ça aurait été un arbitrage à faire s'il n'y avait pas d'autre endroit où mettre du PV. Je veux dire, encore une fois, je suis très clair. Mais uniquement sur cette partie des boisements, et je crois qu'on a quand même la limite est à 25 hectares de mémoire, ça commence. Bon, donc on est déjà sur des petites centrales solaires quand même. C'est pas le projet d'Engie, là, je l'oublie toujours. Qui par ailleurs verra le jour parce que la loi n'est pas rétroactive. Bon, mais on a encore en France énormément d'espace pour mettre des fermes solaires sans emmerder d'autres gens. Et je suis d'accord avec vous, les gens qui vous disent mais regardez toutes les toitures, on a la place. Enfin, ça c'est une méconnaissance du sujet absolu parce que pour être rentable sur du PV, il faut un moment du volume. Il ne faut pas faire que de l'autoconso, sinon on est mort. L'autoconsommation, c'est l'affaire des propriétaires. Donc, exactement. Non, mais dans le sens où si on fout 3 bouts de PV sur nos carrefours, ça n'existe pas. On a besoin de volume sur le panneau solaire aussi, si on veut vraiment être crédible dans la production et dans ce vecteur énergétique. Mais on est assez confiant sur le fait que ça existe. Et je prends 2 sujets. Je pense que, pour le coup, j'échange pas mal avec le président Farandou, notamment sur tout ce qui est délaissé voie ferrée, sur tout ce qui est délaissé routier. Là, on a une marge de manœuvre et un potentiel de gisement qui est énorme sur le PV. Et ils sont en train de se structurer là-dessus, mais leurs perspectives sont extrêmement intéressantes là-dessus. Et je pense que voilà, c'est autour de ça qu'il faut qu'on puisse... Et puis, il y a plein... on parlait des zones d'accélération, on le voit aujourd'hui, il y a plein de villes qui aujourd'hui ont des espaces un peu délaissés, ont des anciennes déchetteries, ont des terres qui sont ni de la forêt, ni des terres agricoles. Vous dites ça, mais alors en même temps, il y a un rapport de Arthur Lloyd, immobilier d'entreprise, qui dit il y a 100 000 hectares qui manquent
à cause de la loi ZAN pour l'industrie française. Enfin, je dis ça comme ça, je ne fais que répéter. Je ne le reprends pas à mon compte, mais ça a fait la une des Échos là, il y a 3 ou 4 jours, quoi. Ça, c'est tout l'enjeu du ZAN et tout l'enjeu de la loi industrie verte sur les exceptions au ZAN. Je pense que ça, faut être clair. C'est ce qu'on appelle les projets d'intérêt public, etc. Exactement. Donc, l'idée, évidemment, on ne peut pas avoir trop d'injonctions contradictoires. Le monde est fait d'injonctions contradictoires, notre politique est fait d'injonctions contradictoires, mais on essaye quand même, à un moment donné, quand les fils se touchent, de faire un petit peu gaffe. Et donc, c'est compliqué de dire on veut réindustrialiser, venez chez nous, construisez des usines, et interdire d'artificialiser les sols, parce qu'il y a forcément des usines qui vont prendre un peu de place. Je prends un autre exemple, c'est très porté par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sébastien Jumel, donc, qui est député communiste de Panly. Bon, Panly, 2 nouveaux réacteurs en plus, 17 000 personnes attendues. Bon, il faut construire des écoles, il faut construire des logements. Bon, ils ne peuvent pas être, eux, sur leur territoire, à zéro artificialisation nette. C'est pas possible, il y a 17 000 mecs qui viennent. Et je vous parle même pas de Gravelines. C'est encore pire. Bon. Donc, voilà, on a dû être intelligent et adapté, parce qu'on est aussi capable de faire ça. On n'est pas toujours complètement abruti. Et donc, on met de la nuance. Mais après... Mais c'est intéressant. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la biodiversité. C'est très important, monsieur le député, parce que tout ça, ce sont des questions très importantes, parce que chaque fois, on soulève une question et on se rend compte que les grandes déclarations générales ou les grands principes, il faut quand même un tout petit peu de pragmatisme. Alors, en ce moment, après la crise agricole, en quelque sorte, on voit bien qu'il y a une hésitation, même à l'échelle européenne. La Commission vient de dire, allez, on va aller à moins 90% par rapport à 1990 en 2040. On est déjà à moins 55%, c'est dans la loi. Mais il faut la mettre en œuvre. Il faut tout mettre en œuvre. Et ça, c'est le job dont vous parlez, c'est l'accélération. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à être absolument vertueux dans les textes et en retard dans la réalité? Comme ça ne va pas être possible. Donc, à un moment donné, il va bien falloir dire aussi à l'Union européenne, attendez, il faut d'abord qu'on mette en œuvre le 55% avant d'arriver aux 90%. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une espèce de retour au réalisme? Alors il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a un adage dans la vie qui m'a été transmis par mon père, que j'aime beaucoup, qui dit « Toutes les choses simples sont injustes, toutes les choses compliquées ne sont pas forcément plus justes que ça ». Vous avez toujours le choix entre faire simple ou faire juste. Quand les Français disent « mais il y a des milliards de prestations sociales, on ne s'y retrouve pas, pourquoi il n'y a pas un impôt unique et une prestation sociale unique ?» Quand on fait une loi sur le ZAN, on dit un principe simple, on arrête d'artificialiser les sols, eh ben, c'est un principe simple, tout le monde a compris, mais par contre ça soulève plein de défauts. Comment on fait pour la ville qui va accueillir 2 réacteurs nucléaires et 20 000 personnes? Comment on fait pour telle région Donc évidemment on est obligé face à la réalité, à complexifier, à mettre effectivement des exceptions, à prendre en compte la réalité de terrain, à différencier. La différenciation, je pense que c'est un sujet extrêmement important. On parle beaucoup de décentralisation, on parle beaucoup de déconcentration, mais je pense qu'il faut parler de plus en plus de différenciation. C'est ça, pour moi, la petite subtilité. Et donc, évidemment... C'est quoi la différenciation ? La différenciation, c'est de considérer qu'une même politique ne peut pas s'appliquer pareil dans les Hauts-de-Seine que dans le Gers. Voilà. Et donc, une loi, elle ne peut pas s'appliquer partout sur nos 100 départements de manière unanime. Et donc, à chaque fois, il faut avoir la capacité d'adapter département par département ou bassin par bassin. C'est ce qui s'est passé avec les ZFE, ce qui fait qu'à Toulouse, c'était pas pareil qu'à Anvers, et que le pauvre automobiliste... Mais enfin bon, vous avez raison. Mais, on aurait pu dire on arrête toutes les bagnoles, mais en fait, effectivement, quand vous avez des territoires où il n'y a pas de parking, des territoires où il n'y a pas de RER, ça ne peut pas être pareil, ça ne peut pas être le même rythme. Il faut aussi... et puis c'est les mêmes personnes qui nous disent que c'est trop compliqué, nous disent que c'est trop centralisé. Enfin, vous voyez, tout le monde aussi se touche les fils un peu partout. Bon. C'est la politique. Exactement. Donc il faut essayer, nous, d'avoir un cap clair. Bon, moi, les 90% de la Commission européenne, je veux dire, j'en ai... c'est sous caméra, mais je ne veux pas dire ça comme ça. Je veux dire, c'est tellement facile de se faire plaisir. Oui. Et de mettre des grands objectifs dans la loi. Il y en a plein, des gens et des députés qui veulent mettre des grands objectifs un peu partout. En fait, ça ne sert à rien, je suis désolé. Parce que derrière, si vous ne mettez pas les moyens humains, financiers, concrets derrière, vous pouvez mettre... Si, ça sert à faire condamner l'État pour inaction.
À la rigueur, mais bon, so what, ça va pas sauver la planète. Hein. Bon, donc en fait, l'objectif, il est extrêmement clair. C'est net carbone 2050. Alors, on s'est mis un petit point de passage à moins 55 en 2030, c'est très bien. On va peut-être pas non plus maintenant se faire année par année. On a déjà Antoine Peillon qui fait ça extrêmement bien au SGPE. Je pense pas que ça soit nécessaire. Le fait que ça fasse la une des journaux, qu'on soit tous reçus sur nos smartphones une notification comme quoi la Commission européenne a demandé d'être à moins 90% en 2040, je ne comprends pas. Je partage votre avis. C'est très bien, mais en fait, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Et donc maintenant, il faut qu'on délivre. Et je pense que c'est le message du président de la République. J'ai entendu de ça, de là, parmi un certain nombre d'articles et de réactions de la presse ou des acteurs spécialisés, de dire voilà, on n'a pas suffisamment parlé de planification écologique dans le discours politique général, le président n'a pas tant abordé que ça, il n'y a pas de nouvelles mesures. Mais qu'est-ce qu'on attend comme nouvelles mesures? On a déjà un nombre colossal de choses à faire. On a 40 milliards de budget uniquement dédié à la transition écologique et énergétique en 2024. On ne sait même pas si on va être capable de brûler l'enveloppe. Pour vous dire, on met 5 milliards sur la rénovation énergétique des bâtiments. On n'est même pas capable de savoir avec certitude si on est capable de délivrer l'ensemble des crédits. Parce que derrière, on se heurte à de la main-d'œuvre, on se heurte à de l'approvisionnement de matériaux, on se heurte évidemment à des carnets de commandes et à des taux d'intérêt qui font que le marché est un peu moins dynamique. Aujourd'hui, on a un défi opérationnel. Il faut délivrer. Et donc, on peut se mettre tous les objectifs qu'on veut, se faire plaisir, etc. La seule chose qui importe, c'est quelle est l'enveloppe budgétaire réelle qu'on met derrière, comment on arrive à arrimer l'ensemble des crédits, à la fois de l'État, à la fois des coltaires, à la fois des privés et des gens, et comment on fait pour embarquer les gens dans cette transition. Voilà. Alors, et ça veut dire accélérer, 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 alors, et comment on fait pour embarquer les gens là-dedans. Quand on parle de l'électrification, je voudrais revenir à ces moins 8% qui me préoccupent. Si on veut arriver à 50% de la consommation finale en 2050 de l'électricité sous forme électrique, il faut bien électrifier la demande. Il ne faut pas uniquement électrifier l'offre. Enfin, je veux dire, il faut que la consommation d'électricité suive les progrès de la production d'électricité. Donc, alors, pour les bagnoles, ça commence, avec les difficultés et les succès qu'on connaît. Ce n'est pas si simple. Hein, on travaille beaucoup à Eden sur ces questions-là. Mais en ce qui concerne les bâtiments, là, ça stagne. L'électrification des bâtiments stagne. Et alors peut-être qu'il y a des choses à voir là. Vous avez parlé de la rénovation des bâtiments. On travaille aussi beaucoup là-dessus à Eden. On a proposé d'améliorer le DPE pour tenir compte des difficultés. Bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, les moins 8%, je voudrais que vous me les expliquiez. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais par contre, je vais vous répondre. Sur l'électrification de nos usages, on voit qu'on accélère, hein, pour le coup. Et je prends comme dernier petit bout d'exemple, je pense que l'électrification des véhicules, pour une fois, on a été surpris par à quel point ça prenait. Je trouve à la fois sur les constructeurs, c'est-à-dire qui ont eux-mêmes... Il y a aujourd'hui des constructeurs, j'ai juste l'exemple d'un Allemand en tête, qui est Mercedes, quand il annonce que la voiture qui sortira en avril, ça sera sa dernière voiture thermique. Je trouve que c'est dingue quand même, comme évolution de mentalité et comme marqueur du fait que tous les constructeurs ont parfaitement intégré que 2035, ça sera 100% de véhicules électriques et que de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de contre-lobbying, il n'y a pas de ce que vous voulez. Et maintenant, c'est de la montée en puissance de toutes leurs lignes industrielles pour pouvoir délivrer du 100% électrique le plus rapidement possible. Et le succès du leasing à 100 € en nombre de demandes montre aussi la maturité des gens à vouloir changer de véhicule, à passer sur un modèle évidemment plus responsable d'un point de vue écologique, si l'accompagnement économique est le bon. Bon. Sur les bâtiments, j'ai un peu honte, mais suivi de la planification, ça a été rappelé, une de mes nouvelles casquettes avant-hier avec Antoine Peillon, à la fois sur l'efficacité et à la fois sur la hausse de l'électrification, on y est. Hein. La consommation électrique dans les bâtiments a augmenté cette année, entre 2023 et 2024. Donc je ne pense pas que ça soit ça notre histoire. Sachant qu'en plus, à mon avis, les moins 8%, je vais l'apprendre, mais donc on augmente de 50%
notre consommation électrique dans le mix énergétique final, mais en même temps, on réduit d'un tiers le gâteau. Donc, la consommation électrique, in fine, elle n'augmente pas de plus de 50%, elle augmente de manière un peu moins significative. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, on a un effet de rattrapage, on a été un peu meilleur en sobriété qu'en électrification, ce qui explique peut-être ce moins 8% en dehors de la disponibilité du parc, etc. Parce que signal prix, aussi avec la flambée des prix de l'électricité qu'on a encore subi début 2023. Exactement. Donc à mon avis, on est peut-être sur ça qui expliquerait aujourd'hui notre moins 8, mais ce ne sont que des hypothèses et je ne veux pas donner ici l'impression que j'apporte une réponse ferme à quelque chose dont je n'ai pas la réponse absolue. Mais je pense qu'on a eu un effet sobriété assez fort. Je crois que c'est même assez fort pour le coup. Qui est de la sobriété et de la baisse de conso, qui est à la fois conjoncturelle, à la fois effet prix et à la fois réelle sobriété, et effectivement des facteurs exogènes. Mais c'est en marche. Et d'ailleurs, on nous reproche parfois d'avoir trop insisté sur l'électrification des bâtiments plus que sur l'efficacité derrière, en disant, ben voilà, finalement, avec ma prime rénov', on fait que de la PAC. Donc finalement, vous passez de la chaudière fuel, vous mettez juste de la PAC, et en fait, vous ne touchez pas à la capacité énergétique du bâtiment. Et donc, in fine, vous avez fait que la moitié du chemin, ce qui est assez vrai. Et donc, c'est pour ça qu'on retouche sur ma prime rénov', et c'est pour ça qu'on refait le DPE aussi. Oui, ça a été annoncé. Hein. Oui. Donc, j'espère que ça sera basé sur vos excellents travaux. Oui, merci beaucoup. Juste un dernier point, c'était sur les projections, l'aviation. Si on veut que l'aviation se décarbone, on ne peut pas échapper à la production de carburant décarboné. Et toutes les projections montrent qu'il faut une consommation, une production et une consommation considérable d'électricité si on veut produire des carburants durables e-fuel. Il faut produire de l'hydrogène, il faut trouver du carbone, il faut mélanger tout ça. Enfin, et pour l'instant, je dis ça, on a l'impression que finalement le gouvernement dit il n'y a qu'à acheter le carburant à l'étranger, c'est peut-être pas la peine de se lancer là-dedans, etc. Est-ce que c'est pris en compte aussi dans votre vision de l'avenir, disons ? Oui, je ne peux pas vous laisser dire ça. Quand le président annonce un plan hydrogène, toute la stratégie autour de ça, le financement des gros projets, notamment sur le e-fuel, notamment dans l'accompagnement d'Airbus sur sa stratégie hydrogène et sur sa stratégie de décarbonation de l'aviation. Je pense que le président a été assez clair en plus sur le sujet. Alors qu'on peut avoir des vents contraires sur le sujet qui nous disent en fait, de toute façon, on n'arrivera jamais à la décarbone de l'aviation, donc il faut arrêter les avions, etc. Ça n'a pas été son discours. Je pense que lui, il est assez clair sur où on va. Mais et ça sera une bonne conclusion de notre discussion. Il y a aussi un truc très important à avoir en tête. C'est que secteur par secteur, même parfois production d'énergie par production d'énergie, par vecteur énergétique, tout le monde vous dit on est capable de faire du net carbone et du zéro carbone très bientôt. Si on écoute tout le monde, on sera capable d'avoir des avions zéro carbone, on sera capable d'avoir nos camions zéro carbone, nos bateaux zéro carbone, notre agriculture zéro carbone, notre industrie zéro carbone. Bon, effectivement, chacun est capable, sans se soucier de la disponibilité de l'énergie, à un instant T, d'avoir du zéro carbone. Mais en fait, personne ne regarde le gâteau dans sa globalité. Et on a exactement le même sujet avec la biomasse. Et moi, on a beaucoup parlé biomasse la dernière fois, parce que c'est devenu mon sujet un peu, j'aime bien, sur la gouvernance biomasse. Mais c'est pareil, si vous écoutez les gaziers, si vous écoutez les producteurs de pétrole, si vous écoutez ceux qui font des centrales bois, en gros, il y a à peu près... Tout le monde est capable d'être 100% gaz vert, 100% biofuel, 100%. Mais derrière, ils ne regardent pas leurs voisins et ils ne se demandent pas quel est, eux, leur conso. Et donc, on se retrouve avec de la double, voire de la triple comptabilité. Et il faudrait la production de l'Amazonie en France pour être capable de résoudre tout ça, quoi. Et donc, là aussi, on a un enjeu. Et donc, il faut faire attention au double cotage. Il faut faire attention à tous ces secteurs qui peuvent, effectivement, potentiellement, théoriquement, se décarboner à 100%, mais sur lesquels on va avoir un manque de disponibilité de l'énergie, un manque de disponibilité des ressources qui est très fort. La priorité de l'utilisation de la biomasse. C'est pas à moi de le dire.
Ça sera dans la loi. Non, je ne sais pas si ça sera dans la loi. Je pense que déjà, la priorité de la production agricole et sylvestre, c'est la souveraineté alimentaire. Bon, ça c'est on ne touche pas. On ne commence pas à faire des champs pour faire du biofuel et du Sauf et du l'agriculture biogaz. intermédiaire, éventuellement. On peut faire un peu de cive. Voilà une évidemment. exception, juste. Non, c'est une exception. Non, mais c'est une nuance. Effectivement, je dis, on ne peut pas avoir des champs qui sont uniquement à destination de la production. On ne peut pas faire comme les Allemands qui sont mis à faire du maïs pour faire du biocarburant. Ça n'existe pas. Bon. Donc ça, c'est le numéro 1. Et ensuite, vous avez des priorités de stratégie, de souveraineté, pour moi. C'est ça le plus important. Et donc, il faut voir effectivement quels sont nos vecteurs, notamment de transport, qui sont décarbonables ou pas décarbonables. Oui. Le bateau, le superconteneur, on ne sera pas capable de faire de l'électrique. Ça, c'est un truc qui est certain. Et donc, est-ce que c'est pas le biogaz le seul vecteur possible? Mais par exemple, le camion, ça se pose comme question. Le BTP, on est ici dans les travaux publics qui nous accueillent, ils ont des engins. Lesquels engins ont besoin de carburant liquide parce que eux, c'est l'énergie qui vient à eux, parce que qui vient au chantier, c'est pas les engins qui vont à la station d'essence. Voilà. Et donc, ils ont besoin de carburant. Comme les avions, les tracteurs agricoles, à la limite, pareil. Et donc, peut-être qu'il y aurait une priorité biocarburant pour l'agriculture, par exemple, elle-même, etc. Globalement, je suis désolé pour toutes les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, ou ne travaillent pas encore. Mais effectivement, si je dois hiérarchiser l'utilisation de la biomasse, je le mettrai sur nos entreprises, sur nos usines, sur nos agriculteurs, et en tout ce qui fait tourner notre économie et notre attractivité. C'est une bonne réponse. Voilà. Et derrière, les consommations, on va dire, de loisirs, faut qu'on soit bon et qu'on délivre des centrales nucléaires et des ENR à temps pour que tout le monde puisse partir en vacances. C'est peut-être ça finalement. Construisez des centrales et partez en vacances. Je vais revenir, vous avez déjà abordé le sujet soi-disant du nucléaire qui n'était plus un sujet. Eh bien, on me pose déjà quelques questions à l'extérieur. Il y a l'acceptation du nucléaire. Pour vous, est-il déjà parfaitement compris, accepté dans les territoires? Je parle bien dans les territoires et vis-à-vis du citoyen. Et puis deux choses. Il y a deux sujets qu'il faut rajouter au déploiement du nucléaire, c'est le foncier et puis le besoin d'eau. Et on l'entend dans tous les reportages qui ont lieu aujourd'hui, et c'est ce qu'on m'explique, c'est qu'on va manquer terriblement d'eau. Il y a des fleuves qui baissent de 20, 30, 40%. Où est-ce que vous allez les mettre, ces nouveaux EPR? Ça ne nous aura pas échappé que les deux premiers, on les a mis à côté de la mer. Encore une fois, de temps en temps, on n'est pas trop bête. Mais on en aura une troisième paire qui va arriver, pour le coup, sur un fleuve. Le sujet de l'eau, il est crucial là-dessus, évidemment. Et moi, je dis, et d'ailleurs, je suis arrivé à l'eau par l'énergie, en comprenant que c'est exactement le même sujet, qu'ils sont intrinsèquement liés, et que, par ailleurs, ils doivent s'aborder de manière assez similaire. Et donc, je pense qu'il faut, par ailleurs, le discours qu'on a eu de reconquête sur l'énergie, il faut absolument qu'on l'aille sur l'eau aussi. Aujourd'hui, l'eau, c'est un truc qu'on subit. Bon, mais heureusement que les pays du Golfe, Israël, les pays du Maghreb, ils se sont pas dit, oh là là, on manque d'eau, on peut rien faire, économisons-la, quoi. Singapour. Alors, évidemment qu'il faudra faire des efforts de sobriété massifs sur l'eau et qu'il faut changer notre rapport à l'eau, mais ils ont eu un rapport de conquête, c'est-à-dire comment on fait pour mieux l'utiliser, pour être plus efficace, pour la dessaler. Et je pense qu'il faut aussi qu'on change de mentalité à un moment sur l'eau. Bon, ça ne règle pas votre histoire de fleuve. Effectivement, toutes les projections font que l'étiage des fleuves va forcément baisser. Ça va être une contrainte très forte qui va être mise sur les centrales nucléaires, mais c'est quelques jours par an, avec la possibilité de moduler la production. Aujourd'hui, on sait très bien le faire. Il y a toujours eu des crues, des décrues, du réchauffement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'industrie nucléaire a parfaitement le sujet en tête, sait que ça aura un impact sur sa production, mais pas sur sa... Je ne suis pas un spécialiste du sujet. Je vous répète ce que les directeurs de la DPN chez EDF nous disent. C'est qu'eux, ils sont en mesure de prendre en compte ces sujets-là et qu'effectivement, sur certaines périodes, et heureusement c'est plutôt l'été, on a un peu moins besoin d'élec, ils sont capables de moduler leur production et de prendre en compte cette difficulté-là qui est maintenant aujourd'hui dans toutes leurs projections. Vous avez vu les agriculteurs, hein, ils ont besoin d'eau. Tout le monde a besoin d'eau. C'est un énorme sujet. Et c'est le prochain sujet. On a eu l'énergie,
De la même manière que, si vous voulez, après la guerre en Ukraine, les gens se sont dit tiens, je mets à brancher mon portable, mais en fait, il y a l'électricité, il y a quoi derrière? Le fait que il a fallu une guerre pour comprendre que ce qui était si naturel, en fait, les gens se mettent à penser en disant mais ah oui, en fait, il y a peut-être un sujet, il y a peut-être un sujet de souveraineté derrière ça, il y a peut-être un grand défi derrière ça. On va avoir la même chose sur l'eau. Et on n'est qu'au début du réchauffement climatique et du dérèglement. Et donc, de plus en plus, les gens vont se rendre compte d'à quel point l'eau n'est pas si évident et qu'il ne suffit pas seulement d'ouvrir son robinet pour en avoir. Que derrière, il y a tout un tas de conflits d'usage qui vont se faire. À la fois sur la dimension économique, à la fois sur la dimension personnelle. Vous avez vu que les stations d'épuration, il y en a beaucoup, des stations d'épuration, elles vont être requises de produire 70% de leur propre énergie. Oui, j'ai d'ailleurs visité une très bonne steppe vers Vélizy, qui récupérait ses boues et puis les faisait fermenter et qui faisait de la prod derrière et qui était pas loin des 70% d'autoconso du coup grâce à ça. Hyper intéressant. Donc je vous invite tous à la voir. Elle est à une demi-heure de Paris, donc extrêmement intéressant. Et je reviens, pardon. Donc le combat sur le nucléaire, sur l'acceptabilité dans les territoires. Faites un sondage à Gravelines. Hein. Bon, c'est un peu pipé comme sondage parce qu'évidemment, ils bossent tous pour EDF et donc ils sont tous pour le nucléaire. Mais globalement, l'acceptabilité, elle est bonne aujourd'hui. Et elle est évidemment bien meilleure et bien au-dessus sur des territoires qui, historiquement, ont des centrales chez eux. Et donc, c'est dans la culture locale, c'est dans le paysage local depuis toujours. Et par ailleurs, il y a toujours un copain, un voisin, une maman, un papa qui travaille de près ou de loin pour la centrale ou qui est contractant. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu deux choix qui ont été faits. Un, on les met à côté de la mer, c'est plus simple d'un point de vue flotte. Et deux, on les met à côté de centrales qui existent déjà. Et donc on rajoute des paires de réacteurs sur des centrales déjà existantes. Bon, à ce stade, c'est ça la stratégie pour éviter. Je pense qu'aujourd'hui, objectivement, c'est compliqué de mettre une paire de réacteurs dans un endroit où ça n'existe pas. Je pense. Instinctivement, je pense que le sondage local est compliqué. Donc il faut vraiment se baser sur nos sites existants. Ils sont d'ailleurs pas trop mal maillés sur le territoire, plutôt à des endroits stratégiques. Je pense que voilà, cette stratégie-là est la bonne. Mais à côté des ENR dont vous parliez, en attendant donc les 14-20 prochaines années nécessaires pour sortir les premiers, il y aura peut-être les SMR ? Oui. C'est probable. Où est-ce qu'ils vont se greffer? Ça va être une autre question là aussi. Bon, il faut. J'attends aussi, tout le monde attend de voir. Je ne sais pas s'il y a des grands défenseurs des SMR. On a investi, nous, derrière, sur le sujet. On y croit. Le gouvernement y croit. Et on a d'ailleurs mis des billes là-dessus dans France 2030. Donc, voilà, il faut voir à quel moment et à quel endroit ils vont se greffer. Je pense qu'on a aussi tout le travail. On a dit qu'on y reviendrait. On est parvenu sur la Gen 4. Voilà, ça c'est des choses qui, en termes de R&D autour du nucléaire, vont produire des choses. Bon. Et on parlait de la bataille intellectuelle autour du nucléaire. Effectivement, moi j'ai pas connu cette période-là, je suis désolé, j'étais trop jeune, mais donc le grand mouvement anti-nuc... Je l'ai connu. Dont notre président a fait partie. Non, il n'a pas fait partie. Il a subi. Il était un des meneurs. Pas le mien. Oui, non. Ça. Le nôtre. Non, mais c'est vrai. Et je pense que vous êtes sorti bien seul pendant un moment. Et puis moi, je suis très proche de Maude Bréjon, qui était rapporteur sur le nucléaire, qui était ingénieur EDF, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Quand elle rentre chez EDF il y a 10 ans, une jeune femme de 21 ans, dans la division nucléaire, s'était regardée avec des gros yeux, parce que c'était quand même pas la mode à l'époque. Et donc ça, c'est des gens qui sont encore imprégnés par cette mouvance-là, qui ont voulu, et tous les salariés EDF qui ont bossé sur le nucléaire ont vécu ça dans leur chair, cette espèce d'opinion publique défavorable, etc. Et donc là, il y a eu un rebasculement quand même très fort, je trouve, d'opinion, où à force de pédagogie, de grand renfort de science, finalement, de rationalité, on a fait comprendre aux gens que le nucléaire était une formidable source d'énergie, décarbonée, produite en France, enfin que c'était juste la plus belle aventure industrielle française des 100 dernières années, et que c'était une chance extraordinaire, et quand on regarde tous nos voisins, on peut se dire que c'est une chance extraordinaire. Et donc la bataille culturelle est en train de gagner. Et là où je dis que c'est pour moi, c'est de manière assez pérenne, c'est que c'est ma génération qui est la plus pro-nuc en fait. Il y a encore un petit effort à faire au plan européen. Au plan européen, c'est certain. Et là, on redonne aussi, je pense,
Je veux saluer la ministre sur tout le travail qu'elle a pu faire là-dessus, avec l'Alliance des pays du nucléaire, etc. Agnès Pannier-Runacher a fait un travail gigantesque là-dessus, et franchement, ça a été... Ça s'entretient, cette relation. Ça s'entretient, tout à fait. Mais notre jeune génération, et je pense que même Greta Thunberg, moi je le prends, parce que c'est très important. Oui, elle a changé d'avis. Oui, et elle est pro-nuc, et elle le dit, parce que le GIEC le dit, et du coup, ça embarque toute une génération aujourd'hui, même d'écolos. Quand vous faites des sondages sur le nucléaire, sur les, oui, bien sûr, mais il y a un ceux mouvement qui votent écolo, c'est bien délirant. sûr. Bien sûr. Mais à un moment donné, ces gens-là vont basculer. C'est-à-dire, à un moment donné, quand les écolos vont voir que 70% de leur électorat est pro-nucléaire, ils vont peut-être commencer à arrêter de dire que c'est dangereux et que ça va tout faire péter. Non, il faut pour l'instant, ils ne disent plus que c'est dangereux, ils disent que ça coûte cher. Tous ces grands investissements vont être très importants. Il va falloir donc des financements considérables, des plans de financement considérables, en interne, en externe. Est-ce que vous pouvez déjà nous ouvrir un peu les programmes qui sont en cours pour ce financement ? Très franchement, non. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Ça, on n'a pas encore la voix au chapitre, nous, députés. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait certain de combien tout cela va coûter. Je pense que toutes les projections de financement ne sont pas encore parfaitement établies. Voilà, à ce stade, moi, je ne suis pas capable de vous dire exactement combien va coûter la paire de Gravelines, parce que je pense qu'encore le sujet n'est pas stabilisé. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on va donner tous les moyens à EDF de pouvoir financer ça. Parce que c'est ça le sujet. Évidemment, on a un acteur d'État. On l'a nationalisé à 100% pour lui redonner tous les leviers, tous les moyens d'agir rapidement, efficacement et souverainement sur sa dette. Bon, point 1. Et point 2, ça va être tout le nouveau deal qu'on va faire autour de la suite de l'ARENH pour lui donner les financements nécessaires pour pouvoir porter ces investissements. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire, on va rentrer dans le détail, déjà parce que ce n'est pas l'endroit pour le faire, et de deux, parce qu'il y a encore des sujets à lever là-dessus. Donc je laisserai Bruno Le Maire revenir vers vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur la structuration de l'entreprise EDF qui va porter la majorité de ses investissements, notamment sur le nucléaire, voilà les deux actions qu'on met en place. À la fois la nationalisation 100% qu'on a maintenant bouclée, ça c'est très important en termes de souveraineté et de capacité d'action, et à la fois ce qu'on va faire sur le nouvel ARENH, la suite de l'ARENH plutôt, pour redonner un maximum de capacité d'investissement à EDF. Oui. Il y a une autre surprise comme le 8% de baisse, c'est la baisse du prix de l'électricité, le prix gros qui est tombé au-delà même de ce que l'on prévoyait, quoi, hein. Et je voudrais vous entraîner dans une discussion interne à Eden, monsieur le député, interne. On va se faire gronder si on parle trop tous les deux. Bien. Moi, c'est celle du mérite order, mais on en parlera plus tard. Il y aurait tant de questions, mais je viendrai sur un point, c'est comment on intègre la capacité à produire les moyens d'usage derrière l'électrique. On va juste prendre le poids lourd électrique. Est-ce qu'on a les moyens de les produire ? Est-ce que la disponibilité des ressources sera là ? Et c'est des questions qui se posent dans des délais très courts. Je pense, monsieur le député, que vous connaissez évidemment la situation critique de la disponibilité du cuivre au niveau mondial. Ça a été notamment bien explicité dans les travaux du SGPE, et que nous n'aurons donc évidemment pas le cuivre, ne serait-ce que pour satisfaire le volume de besoins d'aujourd'hui, alors encore moins le volume de besoins de demain. Ça, c'est ma première question, qui ouvre donc sur la sobriété des usages. Et il y a un excellent travail de la CCI Île-de-France-Paris, on ne peut pas dire que ce soit des écologistes de première heure, qui exprime l'absolue nécessité de revoir complètement nos modèles, un travail qui mériterait d'être approfondi. Et j'en finirai sur une question sur la biomasse. J'imagine que vous avez travaillé sur le rapport de juin 2013 de certains députés à l'Assemblée nationale sur la biomasse et qui alertaient à l'époque de ses usages, et que vous êtes fondamentalement contre, en opposition violente, sur la situation de la centrale biomasse de Gardanne, qui consomme 800 000 tonnes de bois par an avec un rendement énergétique de 35%. Ils font que de l'électricité. Ce n'est pas un crime contre, non pas l'humanité, mais contre l'avenir, en cramant à ce niveau-là du bois, 35% de rendement pour 800 000 tonnes, l'équivalent de l'approvisionnement de tout le quart sud-est de la France. Donc ça fait beaucoup de questions, mais j'espère que vous les avez bien notées. Merci, monsieur le député. On peut passer le micro à monsieur François Moutot. François Moutot, Eden. Alors c'est une question aussi un peu forte. Vous nous avez bien...
Oui, peut-être plutôt les réponses à Jean-Michel, parce que c'est un autre sujet. Il y a eu cuivre, Gardanne, et c'était quoi la troisième, pardon? Ouais. Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses à ces questions-là, pour être tout à fait honnête, parce que c'est des questions complexes. Je pense que sur l'appro en matériaux, sur toute la difficulté qu'on va avoir, mais on parle du cuivre, mais on peut parler de plein d'autres terres rares. Je reparlais des aimants tout à l'heure, qui sont à la fois des questions de disponibilité mondiale et à la fois des questions de souveraineté, parce que le jour où on décide de couper le robinet, ça nous met, nous, en grande difficulté. Je pense qu'il y a 3 bouts de réponse. C'est modeste, je vous prie de m'en excuser. Ce n'est pas du tout un sujet sur lequel je suis spécialiste pour la matière première. Le premier, c'est... je pense qu'il faut qu'on commence à recreuser un peu en France. Et que je pense que se dire les mines, c'est que dans les autres pays, et par ailleurs, c'est eux qui dézinguent leur sol, c'est eux qui font ça, c'est pas beau, c'est pas propre, mais ça ne regarde pas parce que c'est loin de chez nous, et nous on fait qu'importer, c'est pas grave, et du coup on porte pas les émissions. Ça n'existe plus. Donc l'hypocrisie derrière l'outsourcing du minage n'existe plus. Et donc, toutes les initiatives qu'on va avoir pour retrouver des filons, refaire de la mine de manière beaucoup plus propre, de manière très différente ici en France, pour constituer un certain nombre de stocks stratégiques sur certains matériaux, je pense qu'il faut vraiment l'accompagner et vraiment le pousser. Ça ne suffira pas du tout, parce qu'on n'a pas toutes les matières premières ici en France, évidemment, ça se saurait, mais c'est extrêmement important de le développer. Bon, ça c'est le premier point. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier l'intérêt stratégique de nos outre-mer dans la richesse de leur sous-sol aussi, par rapport à ça. Très important dans notre équation à nous. Deuxièmement, il y a, vous l'avez dit, la dimension sobriété dans l'usage qu'on va avoir de tout un tas de choses. Et je pense que, je ne sais pas comment vous êtes sur la décroissance ici, mais j'ai ma petite idée, mais dans notre capacité à produire différemment et à consommer différemment, il y aura un enjeu sur la soutenabilité de notre appro en matière première. Je pense que sur le réemploi, je pense que sur le réusage, je pense que sur le recyclage, on est à des années-lumière de ce qu'on doit faire aujourd'hui. À des années-lumière. Et donc sur tous les sujets cycle de vie, économie circulaire, notamment sur ces enjeux matériaux, il y a là un gisement absolument extraordinaire. Et je vous dis, chacun de temps en temps pense à des choses avant de s'endormir, ma maison de rêve, qu'est-ce que je ferais si j'étais sur une île déserte, enfin je ne sais pas si vous faites ça, en tout cas moi je fais ça. Et une des choses que je fais, c'est je me dis, il y a un business model de dingue à créer la plus grande déchetterie du monde en France, et de dire à tout le monde, venez foutre vos merdes chez moi, et commencer à trier et constituer des stocks de tous ces matériaux-là. Parce que je me dis que dans 20 ans, 30 ans, il va y avoir une telle pression que si on met les lignes là-dessus, pour commencer à le faire, il y a un énorme enjeu là-dessus. Et je me dis comment c'est possible, est-ce qu'il y a un business model là-dessus, ça m'occupe beaucoup mes nuits. Pardon ? Et évidemment que la législation commence à prendre ce sujet, mais on n'a pas encore ce mastodonte, si vous voulez, du recyclage de matériaux rares, et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, donc si quelqu'un veut développer un business, je l'accompagnerai par mes rêves. Bon. Donc ça, c'était mon point 2. Et donc, produire un peu plus en France, 2, développer tout ce qui est économie circulaire, réusage, réemploi, parce que là, je pense qu'on a des gisements qui sont énormes là-dessus. Et 3, il y a un moment donné, c'est pas aller tête baissée et à un moment donné, savoir dire ça, on sera plus capable de le faire en fonction des ressources disponibles. Et donc, sur le PV, la question va légitimement se poser à un moment donné sur un certain type de matériaux, sur les éoliennes aussi, sur tout un tas de sujets aussi. Donc il va falloir ou changer de processus de fabrication, pour certains qu'on soit capable de remplacer un matériau aussi conducteur que le cuivre, ou à un moment donné, investir massivement pour changer de modèle là-dessus. Donc bon, voilà pour moi, à la fois arrêter le tabou de creuser en France, et donc commencer à développer aussi, redévelopper en France une stratégie de matières premières. Deuxièmement,
développer massivement notre réemploi et notre réusage, parce que là, il y a un gisement et beaucoup de gâchis et de la disponibilité. Et puis troisièmement, ne pas être aveugle sur ce que va être la réalité de cette limite planétaire pour, à un moment donné, bifurquer au bon moment et investir au bon moment d'autres solutions. Voilà comment j'appréhende moi le sujet, sans être vraiment expert. Et sur Gardanne, je ne vais pas rentrer dans le détail. Disons que dans la priorisation de la biomasse sur laquelle on a commencé à évoquer quelques pistes, j'ai pas mis les centrales de production électrique en 1. Monsieur le député, vous nous avez brillamment expliqué que nous avons beaucoup de réglementations qui étaient mises en place, de programmation, mais que toutes ces réglementations nécessitaient d'atterrir sur le terrain et qu'au niveau du terrain, il fallait avoir un peu de souplesse et une adaptation département par département des réglementations en fonction des réalités. Ce que vous dites est frappé du bon sens. Toutefois, sur le terrain, la réalité n'est pas celle-là. Nous avons un maquis de réglementation contradictoire et il ne faut pas compter aujourd'hui sur l'agilité intellectuelle de nos juges administratifs pour nous sortir de ces contradictions. Quels outils pensez-vous mettre en place pour obtenir la possibilité au niveau du terrain de faire face à toutes ces contradictions ? Alors, il y a François Bayrou qui a proposé un grand ministère de la décentralisation. Blague à part, sans trop parler des difficultés politiques qui nous attendent à la sortie de cette salle pour ma part. Non, mais je pense qu'il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas assez loin aujourd'hui dans la décentralisation et dans la déconcentration et surtout dans la différenciation. C'est la fameuse loi 3DS. Hein. Donc, on a sorti ce sujet-là bien avant et je pense que... Oui, pardon, mon micro, vous avez raison. Ce sujet-là, il est dans notre tête depuis très longtemps et il faut qu'on accélère absolument sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, les services déconcentrés de l'État ont un rôle immense dans cette appréciation et dans cette différenciation. Et aujourd'hui, c'est plutôt d'un préfet à l'autre que peuvent s'apprécier de manière très différente la réalité d'une politique publique. Et ça, moi, je le vois très bien, à bien des égards, quand je vois des préfets pour qui l'obsession est de débloquer des situations versus des préfets pour qui l'obsession est de faire respecter la règle. C'est pas la même chose d'être producteur d'énergie renouvelable dans 2 départements, avec 2 préfets différents, très sincèrement. Et donc, comment faire pour aller plus loin dans ça? Moi, je crois beaucoup au couple maire-préfet, pour le coup, dans cette capacité à mettre un peu de bon sens, vous l'avez dit, et du coup mettre un peu de différenciation et d'appréciation dans la règle, qui fait que si vous avez le couple maire-préfet, ça vous sort entre guillemets un peu du cadre, ça vous permet un certain nombre de dérogations, et ça j'y crois vraiment très 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 fort. Ensuite, c'est la poursuite de toute ce long processus de décentralisation et de déconcentration de nos services. Et peut-être, je ne sais pas à quel point, sur le contrôle de l'action du gouvernement, ou sur le contrôle nous-mêmes de la loi, ou sur nous-mêmes à l'intérieur de la loi, laisser déjà les possibilités d'une différenciation entre départements. Dans la loi sur les ENR, on a dit, c'est une loi centrale par définition, qui s'applique à tous, mais qui dit, c'est au département de se démerder. Vous avez quand même là déjà un bout de la solution. De dire, on ne va pas dire on va mettre chaque département va produire X dans X, Y endroit. On a dit chaque département, même chaque commune, va prendre le soin de faire ses propres cartes d'accélération qui sont compilées à l'échelle du département, qui lui-même répondra à sa propre stratégie. Donc la loi peut être décentralisée. Voilà. Et derrière, il faut continuer, je pense vraiment, couple maire-préfet à fond, sur tout ce qui est sortir un peu du cadre et avoir cet accord-là. Et ensuite, dans la loi, la faire de manière la plus intelligente possible pour déjà, à l'échelle législative, acter le fait que ça ne sera pas pareil d'un territoire à l'autre. Je voulais vous présenter peut-être une perspective un peu différente sur 2040 et avoir votre réaction. Et puis vous poser bien sûr une question sur le rôle de l'Europe. Le vent tourne politiquement. On s'attend à ce que le RN soit gagne la majorité des votes pour les élections européennes.
On commence à voir à quoi va ressembler le prochain Parlement européen qui sera probablement beaucoup plus conservateur, avec une commission aussi beaucoup plus tentée peut-être de rouvrir de grands sujets Green Deal. Donc de notre point de vue, à Thieny, le moins 90, c'est une façon relativement intéressante de cranter l'action climatique de l'Union européenne parce qu'il y a 2 grands objectifs. Implémenter le Green Deal avant 2030, puis penser à la suite après 2030 jusqu'au 2040. Et que finalement, cranter cet objectif de moins 90, ça va être une façon d'obliger la nouvelle Commission et les nouvelles institutions européennes, quelle que soit leur couleur, à prolonger, continuer l'action climatique et notamment implémenter le Green Deal et ne pas rouvrir les textes en 2026-2027. Donc c'est vrai que pour nous, c'est plutôt un objectif politique qu'un grand chiffre. Voilà, donc je voulais vous présenter cette perspective et voir votre réflexion et puis vous poser une question. Dans le cadre politique, le contexte politique que je viens de présenter, quel rôle voyez-vous pour la nouvelle commission dans son action climatique? Quels sont pour vous les grands chantiers qu'elle doit ouvrir ou continuer? Merci. C'était un peu provocateur sur le moins 90, rassurez-vous, je suis ravi que la commission se soit saisie et mette le chiffre. Après, je ne suis pas certain que si on retourne avec un Parlement européen qui est 100% nationaliste, ce qu'on a fait par la loi, il puisse ne pas le défaire, par ailleurs. Donc, encore une fois, évidemment que c'est très bien et qu'on se mette des jalons et qu'on mette des protections supplémentaires. Je ne suis pas sûr que ça soit suffisamment opposable pour que ça soit une garantie certaine que les choses avancent. Je pense que, voilà, je l'ai dit de manière un peu provocante, mais parce que, surtout à l'échelle française, il y a beaucoup de gens qui veulent nous mettre des objectifs, etc. Moi, je tiens vraiment à ce qu'on comprenne que l'important, c'est l'opérabilité des choses, quoi. Et notre capacité à délivrer sur le terrain, dans la réalité des territoires, tout ce qu'on projette en termes de transition. Voilà, donc c'est très bien d'avoir voté, je ne remets pas en question ça, je dis juste que ça n'a pas fait baisser les émissions, quoi. Voilà. Donc c'est un peu provocateur, mais dans le sens où on peut se mettre tous les objectifs qu'on veut, si derrière on ne met pas les financements, pas l'ingénierie, pas les gens derrière, ça ira pas. Bon. Et sur le rôle de la commission, je pense qu'il est énorme, parce que notamment sur, paradoxalement, l'acceptabilité de la transition pour un certain nombre de secteurs économiques, le fait d'y aller ensemble est beaucoup plus puissant et acceptable que d'y aller seul. Et donc tout le sujet que vous avez autour des surtranspositions, etc., qui crispe très fort aujourd'hui, il montre en fait que notre seule manière d'avancer de manière correcte et intelligente, c'est d'avancer ensemble. Parce que si vous créez des distorsions, alors vous créez des inégalités perçues ou réelles, et alors vous créez du ressenti par rapport à la transition. Et donc l'Europe, évidemment puissance financière, le plan de relance européen et tout le volet climat derrière, il est absolument énorme, il faut le commencer, il faut le continuer. Évidemment, tout le sujet autour du normatif et de notre capacité, enfin le Fit for 55, tout ce qu'on a mis en place, pareil, je vous dis, sur les constructeurs de véhicules électriques, sur tout ce qu'on va faire sur les transports, tout ça c'est absolument clé. Sur l'énergie, parce qu'on va avoir maintenant à mettre en place le deal qu'on a obtenu nous à la Commission, mais il va falloir restabiliser tout ça autour du futur Europe énergétique. Voilà, donc le rôle de l'Europe, il est massif. Mais peut-être de manière plus subtile, je me rends compte, et c'est peut-être plus vrai encore aujourd'hui qu'hier, d'à quel point avancer ensemble est la garantie d'avancer plus vite sur ces sujets-là, parce que dès que vous avez de la distorsion, ça crée du frein. Et ça, je trouve que ça m'a vachement sauté aux yeux sur le volet agri. Et donc, vaut mieux avancer un chouïa plus doucement, mais être sûr d'embarquer tout le monde, et pas surtransposer. Parce qu'à partir du moment où vous surtransposez, vous créez plus de freins, et là, pour le coup, vous revenez en arrière, et là, les conséquences peuvent être vraiment délétères. Et donc, vous avez vraiment votre capacité à convaincre et à avancer ensemble. Ça sera probablement un peu plus doucement au début, mais par contre, ça vous garantit d'aller plus loin et d'aller dans la bonne direction. Ça, maintenant, j'en suis absolument persuadé. Mais l'Europe, sur la question climatique, c'est indispensable. Enfin, je veux dire, tout va se jouer là-bas, objectivement. Nous, on doit être bon dans notre capacité à convaincre, à faire avancer opérationnellement les choses en France, sur nos objets à nous. Mais ça va jouer à l'Europe. Il y a un autre modèle
qui est le modèle américain, et où la caricature consiste à dire que l'Europe, elle est prête à pénaliser ceux qui ont tort, tandis que l'Amérique, elle est prête à favoriser ceux qui ont raison. L'Amérique subventionne généreusement ceux qui vont dans la bonne direction, l'Europe pénalise ceux qui vont dans la mauvaise. Quelle est la meilleure stratégie ? En ce moment, par exemple, l'Allemagne vient de décider, à la suite de la pression de son secteur économique, de construire beaucoup de centrales à gaz, beaucoup de turbines à gaz, parce qu'ils se sont aperçus que beaucoup de renouvelables, ça ne suffisait pas, parce qu'il y avait des jours sans vent et sans soleil. Bon, donc du gaz. Mais les patrons allemands disent, mais ça nous coûte très cher tout ça, nous allons investir, mais nous n'allons pas investir en Allemagne, nous préférons aller aux États-Unis. Est-ce qu'il y a donc plusieurs modèles dans la décarbonation, un modèle plus généreux qui consiste à donner plus de carottes ou un modèle qui consiste plutôt à donner du bâton ? Moi, je raisonne toujours autour d'un triptyque sur l'action écologique et sur l'action de la transition. Vous avez la contrainte, vous avez l'incitation et vous avez la pédagogie. Et c'est vrai pour tous les volets et tous les exemples possibles de comportement et de secteur. Et donc je crois qu'il faut user intelligemment des trois volets. Je pense qu'un pays qui ne contraint pas est sûr de ne pas y arriver. Et un pays qui ne fait que contraindre est sûr de se planter aussi. Donc il faut trouver le juste équilibre. C'est pas la même chose, vous voyez, sur le logement. C'est pas pareil que sur les voitures. Sur les voitures, interdire les véhicules thermiques pour les consommateurs, je pense que vous foutez en 8 heures la moitié de la France dans la rue. Et donc là, il faut beaucoup inciter, financièrement, bonus écologique, prime à la conversion, etc. Par contre, sur les constructeurs, la question se pose aussi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on donne une prime aux constructeurs qui vont faire de l'électrique, ou est-ce que on leur contraint en leur disant, écoutez, 2035, le thermique c'est terminé, on vous donne suffisamment de visibilité pour le faire. Bon. Et donc il faut toujours trouver un peu cet équilibre entre les deux. Et puis il y a même des sujets sur lesquels, on va dire, la consommation de bœuf. Je pense que si aujourd'hui vous interdisez le bœuf dans les cantines, pareil, à peu près en 8 heures, vous avez la France dans la rue. Si vous incitez en faisant des menus végétariens moins chers, je suis pas sûr que le message soit très bon non plus. Par contre, si vous expliquez par la pédagogie qu'on a un régime un peu trop carné, que c'est bien de manger un peu moins de bœuf, que c'est bien d'avoir 1 ou 2 menus sans viande, ne serait-ce que pour le corps, pour la santé, pour l'environnement, là vous êtes plus dans le vrai. Donc, moi je raisonne très fort avec ces trois triptyques. Les États-Unis ont la capacité financière d'envoyer un Inflation Reduction Act de dingo pour développer leur industrie sur la décarbonation et sur les outils stratégiques. L'Europe n'est pas en reste avec son plan de relance. C'est pas le même volume, mais c'est quand même la première fois qu'en Européen on décaisse autant d'argent et on s'endette autant en Européen pour investir massivement dans la relance de notre économie et dans la décarbonation. Il faut vraiment le souligner parce que c'est un grand plus. Ça n'aurait pas été possible il y a 10 ans. Mais je trouve que nous, on est dans le bon modèle. Voilà. Il faut faire attention à ne pas trop contraindre, à ne pas trop interdire. Et parfois, on voit que l'Europe, elle a cette tendance-là à produire un peu trop de normes. Et donc ça, il faut être vigilant là-dessus. Je pense que le modèle américain n'est pas encore tout à fait le bon. Et je pense que quand on va regarder, c'est un peu trop tôt pour le dire, on verra où ils en sont. Mais aujourd'hui, si on regarde leur croissance d'émissions, on est un peu loin de la balle quand même. En revanche, la croissance économique, ça on ne dit pas. Mais ils vont peut-être se porter au bout d'un moment. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui quelle est la situation en Californie, quelle est la situation au Texas, quelle est la situation au Nevada, je pense qu'ils vont être rattrapés rapidement par la réalité du dérèglement climatique et de manière beaucoup plus forte que nous. Je dis peut-être, mais je ferai attention à la résilience des États-Unis par rapport à ça. Voilà. Mais ils vont vite. De toute façon, c'est un peuple qui va vite, qui investit, qui a beaucoup de capitaux, qui est très entreprenant. Et donc, étant assez fin connaisseur de cette société-là, pour y avoir beaucoup vécu, je suis assez confiant sur la capacité à changer plus rapidement que nous au moment où ça sera le bordel.
Ça sera plus un commentaire qu'une question. Vous avez dit qu'il fallait délivrer 100% d'accord. 100% d'accord, 2022-2040, on a 96 milliards d'investissements qui sont prévus sur le raccordement des ENR. Plus de 800 000 aujourd'hui producteurs qui sont raccordés au réseau. On a fait x2 par rapport à 2022. Les IRVE, vous l'avez dit, c'est parti, effectivement. Hein. Et puis la préparation du réseau résilient par rapport à la dérive climatique. Donc ça, on est vraiment dessus. Et d'une certaine façon, on n'a pas besoin de loi, rien n'est bloquant. Mais bon, il y a un sujet sur lequel il est urgent, par contre, de délivrer. C'est la question de la résorption du gap entre besoins et compétences. C'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai aussi pour la filière électrique. On a un déficit de compétences, on a un déficit d'attractivité, on a un déficit de formation adaptée. On a créé avec la filière des réseaux, l'école des réseaux électriques et le ministère de l'Éducation nationale. Il y a des métiers nouveaux qui seront de plus en plus nombreux. Les métiers du réseau, c'est pas seulement Enedis raccordeur de père en fils. Aujourd'hui, non, mais pardon. Et donc, je crois vraiment que, et c'est un peu un appel à tous les acteurs de l'énergie, et vous en êtes un éminent, intégrer cette donnée dans vos convictions. Il y a des emplois de demain, ils sont là. Il faut donner envie. C'est une question d'image, mais c'est aussi une question de formation et d'adaptation des formations. C'est un sujet essentiel. Parce que je suis par ailleurs en tout point d'accord et qu'on a du boulot là-dessus sur l'attractivité. Et je fais juste cette petite incise. Je ne sais pas si vous avez eu la une, ça n'a rien à voir avec le sujet Enedis, mais si vous avez eu la une de La Voix du Nord d'avant-hier, sur 17 000 emplois à pourvoir sur la batterie Vallée, c'est quand même complètement dingue. Je veux dire, dans un pays qui a connu le chômage à 10%, incapacité, avoir la une, La Voix du Nord, qui a été frappé par la désindustrialisation, 17 000 emplois à pourvoir dans la batterie Vallée. On n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Donc, ce que ça nous dit, et ce que ça nous incite à faire en termes de formation, de création, de CFA, de tout ce que vous voulez, d'intelligence qu'il faut avoir là-dessus pour aller très vite, pour créer et recréer cette main-d'œuvre très technique, avec beaucoup de valeur ajoutée en France, c'est gros challenge, gros défi. Mais on l'a évidemment en tête et votre commentaire est 1000 fois pertinent. Monsieur le député, je voudrais vous poser une question sur le point qui intéresse le plus le consommateur, monsieur et madame Michu, c'est-à-dire les prix. Et je parle des prix de détail, je ne parle pas des mécanismes de prix de gros au niveau international. Parce que la France est dans une situation un peu particulière aujourd'hui, où alors que les prix de marché décroissent fortement au niveau international, alors que dans la plupart des pays européens, on fait bénéficier le consommateur de cette relâche, nous, en France, on augmente les prix. On augmente les prix parce qu'on doit rattraper le bouclier tarifaire, qui est une particularité européenne. C'est-à-dire qu'on a surprotégé, mais de façon considérable, le consommateur français par rapport à ce qui s'est passé dans la plupart des pays européens. Si vous allez en Suède, par exemple, les Suédois vivaient à l'heure, regardant dans leur smartphone quel était le prix de l'électricité. Bon, donc ça pose quand même une question de politique générale. Parce que est-ce que vous, et c'est une question que je pose à vous, est-ce que vous êtes d'inspiration libérale, c'est-à-dire considérer que les prix doivent être répercutés aux consommateurs, même s'il doit en souffrir quelque peu, ou est-ce que vous considérez que l'électricité, par exemple, c'est un bien essentiel, comme a été le pain pendant 300 ans. La baguette, elle a été libérée il y a 30 ans seulement. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le rôle des pouvoirs publics de fixer les prix de détail, ou bien est-ce qu'il faut laisser courir les marchés, et dans quelle mesure ? Je préfère être français que suédois, au vu de ce que vous me disiez. Et donc, je pense que ce que les gens attendent, c'est de la stabilité dans leurs prix. Parce que le pire, c'est l'instabilité. Et c'est l'incapacité de prévoir et de se retrouver avec des factures et d'être complètement dépendant d'un marché qui peut parfois exploser. La stabilité des prix pour le consommateur final en France, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et heureusement qu'on a protégé le consommateur final en France, parce que sinon, on se serait retrouvé avec des situations extrêmement graves socialement. Donc oui, la baisse du marché de gros, par définition, vu qu'on a un tarif qui est régulé, qui est étatique quasiment, elle ne s'applique pas autant que dans d'autres pays. Mais par contre, c'est ce qui nous a permis de les protéger quand les prix se sont envolés, et c'est ce qui leur permettra de toute façon d'avoir de la visibilité sur ce qu'ils vont payer. Voilà.
Donc moi, je crois très fort en le besoin des Français. Effectivement, c'est d'avoir l'énergie la moins chère possible. Mais je pense qu'en numéro 1 dans les priorités, c'est surtout d'avoir de la visibilité sur ce que ça va coûter. Et le TRVE, pour ça, est quelque chose d'absolument fantastique et un vrai outil de protection des consommateurs. Parce que quand vous avez des charges fixes, ça vous permet quand même de vous projeter de manière différente. Et donc on espère un jour pouvoir faire bénéficier de la baisse structurelle du prix de marché. Mais à ce stade, le plus important pour moi, c'est la stabilité. Donc je préfère être français que suédois, aucun doute. Vous l'avez dit, il y a une question de souveraineté industrielle qui est montée progressivement au cours du quinquennat, mais aussi de la mandature européenne. Alors, côté français, ça s'est traduit par des projets qu'on ne peut que saluer, discours de Belfort et compagnie, bien sûr. Côté européen, on a vu après le Green Deal Industrial Plan, avec le mécanisme d'ajustement aux frontières carbone que le président Macron a beaucoup poussé, avec l'acte sur les matières premières critiques et maintenant le NZIA, le fameux Net Zero Industry Act, qui vient de faire l'objet d'un accord entre les deux co-législateurs européens. Je voulais vous poser la question de comment vous voyez justement l'avenir, à la fois côté français, à la fois côté européen. Quels outils et quels financements complémentaires on peut imaginer et mettre en place dans les 5 ans qui viennent pour justement accroître cette souveraineté industrielle et ne pas être pris entre le marteau et l'enclume, le marteau d'une désertification des emplois industriels et l'enclume de ne pas avoir suffisamment de matériel qui nous permette de réaliser la transition énergétique. Je réponds juste, mais ça je le prends sur mon temps perso, c'est pas grave, je serai en retard. Il y a un truc qui est très important. On parlait d'injonctions contradictoires et de fils qui se touchent. On ne peut pas dire aux Français et à notre société de s'électrifier massivement tout en ayant des prix de l'électricité qui sont trop élevés. On envoie aussi un mauvais signal là-dessus. Je pense que c'est très important dans ce market design-là de nos prix, de continuer à rendre incitatif l'électricité d'un point de vue aussi financier. On peut pas plus taxer l'électricité que le pétrole, quoi. À un moment donné, sinon on est mort. Je suis pas certain. Non, mais en plus, bon, il faut un peu de temps pour répondre à tout ça, et puis je suis même pas sûr d'avoir le concret là derrière pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire sur le sujet. Je pense que vous avez parlé de formation, c'est ça, et manque de main d'œuvre. Bon, on va atteindre notre seuil du 1 million d'apprentis. Je pense que ça, c'est vraiment, pour le coup, en termes de politique, c'est un souffle de... Vous n'êtes pas certain? J'ai peur de dire une bêtise sur l'œil attentif du président Lalonde. Je fais toujours attention à ses réactions. Je le surveille comme le lait sur le feu. Donc, on va avoir toute la stratégie qu'on a mis autour des apprentis, qui est un vrai sujet. La réforme sur le lycée pro qu'on met en place est aussi, on l'espère, vecteur de plus de main-d'œuvre spécialisée et bien fléchée. Je pense que ça, c'est aussi extrêmement important parce qu'on a créé tout un tas de bac pro, de BTP qui étaient parfois un peu farfelus, alors qu'on avait des besoins extrêmement concrets sur des métiers techniques sur lesquels il y avait de la certitude derrière, de la garantie d'emploi. Et donc je pense que tout ce travail-là de restructuration des filières, de restructuration des lycées pro, de ce qu'on fait avoir plus de temps en entreprise dès le lycée, avoir des stages rémunérés, tout ça, ça contribue à l'attractivité globale de ces métiers techniques et ça contribue à notre capacité à former une main-d'œuvre de qualité et qualifiée. Mais voilà sur la partie formation, mais ça revient à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que c'est un énorme enjeu et qu'il faut qu'on accélère et je n'ai pas encore toutes les clés pour vous le dire comment. Mais j'entends, je prends le point. Et sur le côté financement, c'est ça, c'était la deuxième partie. J'ai envie de dire continuons ce qu'on fait. Donc il y a à la fois tout. Non mais c'est vrai, sur la batterie Vallée, sur notre capacité à mettre du cash là aussi, à mettre des zones franches, à mettre de l'attractivité fiscale derrière, de la stabilité fiscale aussi derrière. Je pense que ce qu'on a fait sur la flat tax, ce qu'on a fait sur la baisse massive des impôts de production, c'est con, mais en fait vous payez moins d'impôts en France aujourd'hui quand vous faites des bénéfices, et donc c'est important, quoi. Je veux dire, les entreprises choisissent la France aujourd'hui aussi à cause de ça, et on arrive à réindustrialiser aussi à cause de ça. Et donc tout aussi ce soft power de Choose France, tout ça, ça a beaucoup de valeur dans notre capacité à remettre de l'industrie ici aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans nos structurations économiques et dans notre capacité interventionniste de l'État? La question peut légitimement se poser. Moi, c'est pas forcément mon prisme politique. Et derrière, il y a un truc qui est certain, et ça pour le coup j'ai parlé à beaucoup d'industriels, ils arrivent maintenant dans un endroit, ils demandent deux choses: est-ce qu'il y a de l'électricité, est-ce qu'il y a de l'eau? Voilà.
Dunkerque, leur sujet, c'est pas tout le monde vient à cause de Gravelines et du parc offshore, mais à un moment donné, il va manquer de flotte. Et donc, si vous n'êtes pas capable, on est salé. Mais je veux dire, il faut que les structurations soient en place. Vous connaissez la topographie de Dunkerque qui est très particulière, c'est une cuvette, il y a vraiment des sujets d'approvisionnement en eau. Mais aujourd'hui, un industriel, il vient dans n'importe quel pays, je vous dis Dunkerque, mais il vient partout, il demande deux choses. Vous avez de l'énergie, est-ce que vous avez de l'eau? Si on n'est pas capable de répondre à ces deux questions, on va rater des opportunités. Donc il faut qu'on produise de l'énergie, il faut qu'on garantisse de l'eau. Les écoles pour les enfants. Ça, on sait faire. Évidemment, ça ne vous a pas échappé, Agnès Pannier-Runacher a quitté le gouvernement. On sait qu'elle incarnait la stratégie française à la fois dans les territoires, en ayant des réunions plutôt fréquentes, et à Bruxelles. La question dorénavant, maintenant que vous parlez du fait qu'il faut opérationnaliser, qu'il faut délivrer, comment fait-on dans les territoires et à Bruxelles pour porter la stratégie française, montrer que le gouvernement est derrière les acteurs, sans une ministre comme Pannier-Runacher, dont on sait qu'elle était plutôt pugnace et qu'elle faisait le travail sur le terrain. Merci. Au vu de la présence de journalistes dans la salle, et de journalistes par ailleurs très spécialisés et très européens, encore une fois, sur les 90%, c'était un peu de provocation. Hein, ne mettez pas une dépêche comme quoi je suis contre les 90%, j'aurais quelques problèmes. Moi, ça me fait plaisir de voir autant d'hommages rendus à Agnès Pannier-Runacher parce que je pense que c'est tout à fait mérité et qu'effectivement, elle avait cette grande capacité-là d'être à la fois sur le très micro, sur le territoire et à la fois sur le très macro, etc. Et je pense que c'est un juste hommage rendu à son travail. Je pense qu'on va avoir un ministre délégué à l'énergie qui va reprendre ce flambeau-là. Et en tout cas, je le souhaite, j'en appelle de mes voeux. Là encore aussi, je fais un petit pas de côté. Moi, j'aimais bien cette structuration, le discours de Belfort, j'y crois, le discours de Marseille, sur la structuration avec les deux ministres de plein exercice sur transfo énergétique, transition écologique. Je trouve que c'était une super structure et ça a très bien fonctionné pendant 18 mois. Et Agnès Pannier-Runacher a délivré des lois extrêmement importantes sur le sujet, donc ça a fonctionné. Je ne doute pas que ça va fonctionner avec un ministre délégué, par ailleurs peut-être en lien avec l'industrie, par rapport peut-être sur un sujet plus opérationnel, Bercy aussi, parce qu'on va avoir des gros sujets de financement, on va avoir des gros sujets de main-d'œuvre. Voilà. Je suis certain que l'énergie est devenue tellement importante. Il faut voir comment ça s'articule avec Roquelaure, hein, avec le MTE aussi, parce que de ce qu'on comprend de l'arrêté des décrets, la partie sobriété, la partie efficacité, la partie de logement, évidemment, elle reste chez Béchu, au ministère de la Transition écologique. Et donc là, il va y avoir quand même quelque chose qu'il va falloir réinventer. Et donc un ministre de l'énergie qui va devoir pas se contenter de rester à Bercy, qui va devoir aussi aller évidemment au MTE pour prendre toute la dimension de ce sujet énergétique. Parce qu'on a beaucoup parlé de prod, et on est très production ici, beaucoup parlé d'usage, mais on a peu parlé de sobriété et d'efficacité, et c'est quand même un tiers du travail. Hein. Donc vous ne pouvez pas être un ministre seulement des 2/3 du sujet. Quand on dit qu'il faut 1/3 de moins de conso énergétique à la fin, quand on va baisser notre gâteau de 1/3, c'est pas facile du tout. Donc vous ne pouvez pas avoir un ministre à 2/3. Il faut un ministre plein. Et donc ça veut dire un ministre qui prend l'efficacité et la sobriété de plein exercice là aussi, parce que c'est 1/3 du boulot. Voilà. Et pas le plus facile en plus. Le problème majeur étant toujours de plus en plus le prix du marché trop élevé de l'électricité. Comment ces nouveaux textes pourront-ils permettre, outre le développement des usages de l'hydrogène, l'acceptation des voitures électriques par les ménages et les professionnels, le recyclage des déchets nucléaires, etc., etc. C'est une question encore plus complexe, parce qu'en fait, là pour le coup, on va passer sur le market design et la fixation du prix de l'électricité. Je pense que, sauf si vous avez 1h30 de plus, vous évitez ça. Il y a une règle qui est hyper simple sur le market design. Ça me permet de rendre hommage à Nicolas Goldberg de Columbus Consulting, qui est un expert d'énergie, qui m'avait dit ça un jour. J'ai trouvé ça très bon, qui était, en fait, il y a un truc simple, plus vous produisez d'électricité, moins elle vous coûte cher à la fin. Donc il y a un truc qui est certain, c'est que si on veut avoir des prix bas, il faut en produire. Voilà. Donc ça vous donne déjà une partie de la réponse. Et donc, j'ai pas dit que ça suffisait, pas dit que notre prix était forcément révélateur de ce qu'on produisait aujourd'hui en France. Il y a plein de... Encore une fois, on ne rentre pas dans la difficulté du market design, mais si on produit beaucoup d'électricité, elle sera moins chère. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Si elle est utilisée au moment où elle est produite. Évidemment, si elle est utilisée au moment où elle est produite.
c'est pas faux non plus. Oui, mais derrière, comment va se proposer notre PR2, notre PR3, et ça, en tout cas, on espère qu'on a appris de toutes les erreurs de Flamanville, de tous les échecs de Flamanville, pour avoir des nouveaux réacteurs qui sont parfaitement opérationnels. Donc maintenant, il faut délivrer. Je pense que c'est ça la conclusion. Mais bon, voilà, on ne va pas épiloguer longtemps sur le prix, parce qu'encore une fois, c'est extrêmement compliqué. Mais j'aime bien rappeler cet adage-là. Plus on produit d'électricité, moins elle est chère à la fin. Donc notre vrai enjeu, c'est de produire. Et que le député doit partir, on le comprend bien, donc on le remercie beaucoup d'être venu. Donc, il y a juste un tout petit point, moi je voudrais juste quand même revenir sur la question du prix. L'arrivée des renouvelables, ça introduit une demande de flexibilité considérable. Et cette flexibilité considérable, elle est peut-être accompagnée ou elle est gérée en quelque sorte par des tarifs différents d'électricité. Il y a des moments où il y a une pointe, et à ce moment-là, l'électricité est plus chère. Et à ce moment-là, les consommateurs sont appelés éventuellement à déplacer leur consommation au moment des heures creuses, etc. etc. La question, elle est largement là aussi. C'est-à-dire qu'il faut que le système électrique français et toute l'économie et les entreprises françaises s'habituent à cette flexibilité. Si vous avez un prix unique où tout le monde est protégé, personne ne va s'habituer à cette flexibilité. Ça veut dire à ce moment-là qu'il faudra qu'il y ait moins de renouvelables, autrement on n'y arrivera pas, etc. Donc si vous voulez, il y a une question très importante, et moi je la relie à celle du mérite order, dont on ne parlera pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais il y a évidemment une petite réflexion à avoir sur la modulation, la flexibilité et ses conséquences pour les consommateurs. La cloche solaire, vous avez entendu la cloche solaire. La cloche solaire, quand tout d'un coup, en plein midi, en été, vous avez des productions électriques solaires dont on n'a pas besoin, bon, ben, y a un problème. On demande aux gens d'utiliser leur machine à laver électrique et de ne pas mettre leur linge au soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il va bien falloir que les tarifs suivent la réalité physique, quoi. Bon voilà, mais n'en parlons pas, on en reparlera après. Donc, vous avez bien compris, les 90%, on est pour. Hein. Les moins 90%, on est pour. Simplement, il faut délivrer. Donc voilà. Donc c'est un nouveau défi. Alors est-ce que ce défi peut être relevé? Voilà la question. Merci beaucoup, monsieur le député. Ça nous fait plaisir de savoir qu'à l'Assemblée nationale, voilà, on s'intéresse à l'énergie.